Nous retrouvons Florent Machabert, comme je vous l'ai annoncé dans le journal Chaos Global de cet après-midi. Nous allons évoquer un sujet particulièrement sensible qui agace beaucoup l'opinion publique, qui a un culte des chiffres sans forcément se poser la question de à quoi servent les moyens de l'État. Nous allons interroger Florent sur les fermetures de lits dans les hôpitaux. On a consacré une série de vidéos à cette question sensible des dépenses de protection sociale et notamment des dépenses de santé. Et aujourd'hui, nous nous ciblons plus particulièrement sur la question des fermetures de lits, qui est quelque chose qui est très important pour beaucoup de Français. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Florent, sur les fermetures de lits? Est-ce qu'on a absolument besoin en France de tous les lits dont on nous parle? Alors, je vais botter en touche pour l'instant, parce que je vais replacer un petit peu les choses dans leur contexte, mais que les auditeurs se rassurent. On va essayer de répondre à cette question assez délicate. De toute façon, dès qu'il s'agit de soins, de santé, d'hôpitaux, tout ça est très délicat. Puis on reste quand même assez marqué par la période Covid, où on avait d'un côté Jérôme Salomon qui, à 20h, nous égrenait le nombre de morts du Covid. Et puis, de l'autre côté, on a eu quand même un certain nombre d'articles de presse un peu anxiogènes sur les fermetures de lits qui n'en finissaient plus. Effectivement, avant de me pencher sur le sujet, j'avais bien en tête tous ces articles. Alors, effectivement, la question des lits, on peut peut-être mettre la première diapositive qui va permettre Il a prévu des diapositives. J'ai prévu 3 petites diapos. On va enlever la bannière. Voilà. Alors, effectivement, tout en haut, on est dans une séquence que nous consacrons à la protection sociale. Je rappelle l'ordre de grandeur, c'est 850 milliards d'euros de dépenses de protection sociale tous les ans. On a déjà traité plusieurs vidéos sur la retraite. Là, on va se focaliser sur finalement le deuxième poste de la protection sociale, mais qui est en fait le deuxième poste de dépenses publiques, qui sont les dépenses de santé, qui représentent sur ces 850 milliards d'euros 320 milliards d'euros. Donc un petit 40% de la protection sociale est consacré au risque santé. Ça représente Alors tout de attends, même… parce que tu vas très vite et on peut… Je vais te couper la parole. Ça va encore agacer un certain nombre de commentateurs, mais je le dis, notre problème, c'est que si 80% des gens comprennent globalement ce qui se dit, il y a au moins 20% des spectateurs qui ne sont plus capables de comprendre une page simple et un graphique simple. Donc là, dans le graphique, donc on est aussi pour eux obligés de prendre du temps pour réexpliquer, parce qu'il y a des gens qui sont perdus. C'est l'effondrement cognitif de ce pays. Ce n'est pas tout le monde, c'est une minorité, mais c'est une minorité importante et c'est à eux qu'on s'adresse. Donc quand, dans ton graphique, on voit tout en haut 850 milliards, c'est un système de poupée gigogne, c'est-à-dire que ce que tu appelles le risque santé, 320 milliards, ça fait partie des 850. C'est comme ça qu'on… Tout à fait, c'est même 38%. Je vais dérouler pour que tout le monde comprenne bien, parce que sinon, toi, tu es un intellectuel. Moi, je suis un idiot. Donc, quand tu dis 850 milliards, il y a un bout de 320 qui est le risque santé. Dans ce risque santé, il y a un bout de 264 qui est le risque maladie, et ainsi de suite jusqu'en bas. C'est comme ça qu'il faut le lire. C'est pas plus. Non, tout à fait. Tu as raison d'insister là-dessus. D'autant que donc, les petits pourcentages qu'il y a sur chaque flèche, effectivement, ça montre bien les poupées gigognes. Et puis, tout ce que j'ai mis en orange, eh bien, ça va être ce qui va nous occuper aujourd'hui pour en arriver jusqu'aux soins hospitaliers, puisqu'évidemment, la question des lits se trouve ici. Donc, 320 milliards d'euros de risque santé, c'est 38% des dépenses de protection sociale. Et à l'intérieur, il y a l'invalidité, les accidents du travail, les maladies professionnelles. De tout cela, on ne va pas parler aujourd'hui. On va se focaliser sur l'essentiel, en fait, sur les 264 milliards d'euros parmi ces 320, donc 83% des dépenses de santé dont ce pays sont pour couvrir le risque maladie et pas l'invalidité ou les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Et à l'intérieur, nouveau tiroir que l'on tire, dans la maladie, eh bien, il y a les 3/4 de ces dépenses qui sont CSBM. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la consommation de soins et biens médicaux pour 200 milliards d'euros. Alors, dans le risque maladie, c'est le petit pavé bleu à droite des 76%, à droite de CSBM. Dans ces dépenses de santé, on a aussi les indemnités journalières de sécurité sociale. Quand vous êtes en arrêt maladie, la sécurité sociale vous indemnise, donc ça fait aussi partie de ces 264 milliards d'euros, mais ce n'est pas du soin. Les prestations médico-sociales auprès des personnes âgées,
ça ne fait pas partie de la consommation de soins, mais c'est C'est-à-dire évidemment les encore lits dans les des risques de EHPAD. maladie. Exactement. La prévention, qui est un plus petit budget, ça fait aussi partie des dépenses de maladie, mais ça n'est pas dans la consommation de soins. Puis on a aussi les mutuelles et prévoyances pour la partie privée. Et donc, consommation de soins, quand on en prend 52%, eh bien, on a nos 103 milliards d'euros annuels, bien sûr, qui sont consacrés aux soins hospitaliers. Donc là aussi, si on ramène par rapport à la richesse nationale, en équivalent de la richesse nationale, 103 milliards d'euros sur nos 2700, 2800 milliards d'euros de PIB annuel, ça représente 4% du PIB. Ça veut dire qu'on consacre chaque année l'équivalent de 4% du PIB eh bien, aux soins hospitaliers, que ce soit, et là ça devient un peu plus concret, que ce soit dans des hôpitaux publics, tout en bas à gauche, donc secteur public, 85 milliards d'euros, ça représente 83% des dépenses de soins hospitaliers, ou une part résiduelle de 17% dans des cliniques privées pour 18 milliards d'euros. Voilà un peu de quoi on parle quand on va traiter de la question des lits et de leur fermeture. Eh bien, on se situe tout en bas à gauche de ce graphique, c'est-à-dire au niveau des soins hospitaliers, que ce soit d'ailleurs dans des cliniques qui ont aussi fermé des lits ou dans le secteur public. Voilà un petit peu le positionnement général et l'architecture finalement en poupée russe eh bien, de nos dépenses de santé en France. Alors, 4% Non, du il faut le PIB pour les redire, soins. je te coupe, mais pour donner des ordres de Oui, grandeur. Ça, tu vas très très vite. Apprenez bon, à vous le couper tout le temps, sauf que si je te coupe pas, les gens, ok. pour bien illustrer l'ordre de grandeur, puisque tu parles de chiffres qui sont très Mm, abstraits pour beaucoup de gens, 103 milliards d'euros, c'est environ un budget et demi de l'éducation nationale. tout à fait. C'est-à-dire qu'on nous dit, ah, l'État se désengage des soins, etc. Il faut redire que les soins hospitaliers en France, c'est 103 103 milliards. milliards d'euros, Oui, c'est-à-dire un budget et demi de l'éducation nationale chaque année. tout à fait. Voilà, Alors, les gens, un ordre de grandeur. tout à fait. Alors effectivement, quand on compare à aucun autre pays, on a peut-être un peu du mal à se rendre compte si c'est beaucoup ou pas. Et donc, on est allé chercher dans les statistiques comparatives de l'OCDE, c'est la deuxième diapo. J'ai fait un petit comparatif entre la France et l'OCDE pour se rendre compte précisément, avec un certain nombre d'indicateurs que je vais détailler, si ces dépenses de santé eh bien, sont importantes ou pas, sont éventuellement excessives ou pas. Alors, le bilan que je fais, puis après on regardera les indicateurs qui m'ont permis d'arriver à ce diagnostic, c'est que nos dépenses de santé, eh bien, elles sont supérieures à la moyenne de l'OCDE et qu'en face, on a des effectifs de soignants, de médecins en exercice, d'infirmières en exercice, et aussi une capacité d'accueil hospitalière, donc essentiellement notre nombre de lits d'hôpitaux, qui sont, on va dire, dans la moyenne. Mais effectivement, lorsqu'on a des dépenses de santé qui sont supérieures à la moyenne, on aurait peut-être pu s'attendre, en toute logique, à avoir des effectifs de soignants et ou une capacité d'accueil dans nos hôpitaux qui soit peut-être supérieure à la moyenne. Ça n'est pas tout à fait le cas. Alors, comment j'arrive à ce diagnostic? J'ai d'abord pris les dépenses de santé sur le PIB, que je ramène au PIB. On a une moyenne au sein de l'OCDE. Donc l'OCDE, ce sont 38 pays industrialisés, à économie de marché, démocratique. Donc on peut comparer avec la France, donc 9, qui en fait partie évidemment. Donc 9,2%, c'est la moyenne des dépenses de santé au sein de l'OCDE, au sein de cette petite quarantaine de pays, donc en pourcentage du PIB. La France, elle affiche 12,1%. Et j'ai mis en dessous le rang, donc on a la médaille de bronze des dépenses de santé en pourcentage du PIB. La médaille d'or, elle est juste à droite, ce sont les Américains avec presque 17%, et la médaille d'argent, les Allemands avec 13%. Je ne parle pas tout de suite de la Corée, je vous dirai pourquoi j'ai jugé bon de rajouter une colonne Corée du Sud. Ensuite, si on Donc, ramène... on est le troisième pays qui On est le consacre la troisième, plus grande part de sa richesse à la santé. oui, au sein de l'OCDE. Si on ramène à notre population, donc ces mêmes dépenses de santé par habitant, corrigées de l'inflation, donc ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, donc exprimé en dollars, eh bien la moyenne au CDE, c'est presque 5 000 dollars, 4 986. Et là, on est au-dessus, on est quand même 33% au-dessus, puisqu'on est à 6 630 dollars. Donc là, on pointe on est à la 7e position sur 38 pays. Hein. On est non seulement supérieur à la moyenne, mais on est dans les 10 premiers en termes de dépenses de santé par habitant, si effectivement, hein, pour les USA ou pour l'Allemagne, c'est encore plus. Ça, c'est pour les indicateurs en termes de dépenses. Donc,
nos 103 milliards d'euros de tout à l'heure, on peut déjà dire que ça soit ramené au PIB ou que ça soit par habitant, eh bien, on est supérieur à la moyenne de l'OCDE, et puis pas qu'un peu, 3 points quand on ramène au PIB et 33% quand on divise par la population. Ensuite, si on regarde la capacité d'accueil, qu'on retrouve aussi à droite sur les barres d'histogramme horizontales, on a le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. La moyenne de l'OCDE, c'est 4,3 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Nous, on a un petit peu plus, on est 11e sur les 38, on a 5,8. Les USA sont à 2,8. Les Allemands sont réputés avoir plus de lits. On l'a vu pendant le Covid, notamment des lits de soins critiques, réa, soins intensifs, donc 8. Donc voilà, 11e position. Donc en particulier sur le nombre de lits de soins critiques, on est plutôt bien positionné. On est 4e sur 38, avec 16,3 lits pour 100 000 habitants cette fois. La moyenne OCDE, c'est 12 lits pour 100 000 habitants. On voit effectivement que des pays comme les USA ou comme les Allemands, qui sont là aussi les deux premiers, ont un nombre de lits de soins critiques pour 100 000 habitants beaucoup plus élevé. En termes, pour terminer, d'effectifs de soignants, donc j'ai pris les médecins en exercice pour 1000 habitants et les infirmières en exercice pour 1000 habitants. Bien là, c'est nettement moins bon. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE à 3,2 médecins pour 1000 habitants contre 3,7 pour la moyenne OCDE. On est donc 28e sur 38. Et pour ça tient aux politiques de numerus clausus. Tout à fait, exactement. Et idem pour le nombre d'infirmières, on est légèrement au-dessus de la moyenne OCDE, mais ça nous positionne quand même en 19e position, avec 9,7 infirmières pour 1000 habitants, contre 9,2 pour la moyenne OCDE. Donc, d'où mon titre, des dépenses de santé effectivement qui sont supérieures à la moyenne, mais en face, on a des effectifs de soignants marqués effectivement par cette politique de numerus clausus, donc de nombre maximum, de plafond de soignants formés chaque année, donc en 3 ans pour les infirmières, puis quelques 10 ans pour les médecins, et plus parfois. Et puis en face, on a une capacité d'accueil hospitalière qui est, on va dire, dans la moyenne, avec quand même l'indicateur du nombre de lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants, qui est au-dessus de la moyenne OCDE. Ça, c'est le graphique de droite. On voit là, tous les pays de l'OCDE sont classés. On voit en rouge, c'est un peu petit, mais pour que tous les pays apparaissent, c'est comme ça. Donc la France, donc on est en rouge, on voit on est en 11e position. Et j'ai rajouté la moyenne OCDE qui n'apparaissait pas, qui est donc un peu plus bas, à 4,3 lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai rajouté la colonne Corée, parce que quand on dépense plus que la moyenne pour, on va dire, des effectifs et une capacité dans la moyenne, en toile de fond, c'est la question de l'efficacité de la dépense de santé publique qui se pose. Et on voit par exemple que la Corée est un pays qui est à peu près dans la moyenne, au lieu d'être au-dessus de la moyenne en matière de dépenses, qui même par habitant dépense 500 $ de moins que la moyenne OCDE, et qui arrive à aligner à peu près 2 fois plus de lits pour 1000 habitants que nous, même si elle est nettement moins performante en termes d'effectifs de soignants, que ce soit encore une fois les médecins ou les infirmières. Alors, on a dit un mot du numerus clausus sur les effectifs de soignants. Il y a une autre spécificité française à nuancer un petit peu, c'est que dans nos hôpitaux, dans le système de soins en général, c'est vrai dans le public, c'est vrai aussi dans les cliniques, on a un ratio de non-soignants. Les non-soignants, c'est des techniciens, ce sont des agents de service, des ASH, c'est aussi tout le personnel administratif, secrétaire médical, etc., qui représente, quand on le ramène au personnel hospitalier en général, qui est de l'ordre de 30% dans le public. C'était un peu plus il y a quelques années. Et donc 30% dans le public, un peu moins en clinique privée, de l'ordre de 20%. Quand on va voir chez nos voisins, du côté de l'Allemagne, du côté de l'Italie, du côté de l'Espagne, on n'est pas très loin, mais c'est quand même en dessous de 25%. Il y a aussi un élément explicatif, c'est ce personnel non soignant qui, on en avait déjà parlé au niveau des dépenses en général, des dépenses publiques, est assez pesant, d'autant qu'il faut aussi croiser ça avec une autre statistique qui est la part de l'emploi hospitalier dans l'emploi total qui est supérieure en France par rapport aux mêmes pays que je viens de citer, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Voilà une première photographie qui permet de nous situer, de nous étalonner par rapport à nos partenaires
de l'OCDE. Ça nous conduit dans la troisième diapositive à entrer un peu dans le dur, dans le vif du sujet, qui est finalement ce nombre de lits. Alors, avant de regarder le graphique qui est tout en haut, il y a une distinction qui est importante de faire entre ce qu'on appelle les lits et ce qu'on appelle les places. Sinon, on ne va pas comprendre mon titre. Les lits, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est requis lorsqu'on dort à l'hôpital, lorsque l'intervention qu'on subit ou les soins qu'on nous administre, eh bien, nécessite que nous passions au moins une nuit à l'hôpital. C'est donc ce qu'on appelle une hospitalisation complète. Et c'est la ligne bleue. En rouge, on a ce qu'on appelle des places. C'est de l'hospitalisation partielle, ce qu'on appelle des places de jour, ou ce qu'on appelle aussi l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, ce qu'on appelle aussi les soins ambulatoires ou les soins en ambulatoire, c'est-à-dire que vous subissez un traitement, une opération ou autre, mais vous rentrez le soir même chez vous et vous ne passez pas de nuit à l'hopital. Et donc, ce qu'on voit bien, ça c'est moins traumatisant. Voilà, tout à fait. Ça, c'est un des arguments pour développer le soin ambulatoire. Donc, déjà, il faut bien faire cette distinction entre les lits et les places. Courbe bleue, ce sont les lits d'hôpitaux, et courbe rouge, ce sont les places. Donc, c'est la capacité d'accueil au fond. Et c'est la capacité d'accueil. Quand on additionne les deux, c'est notre capacité d'accueil totale. Alors, effectivement, nos articles de presse avaient raison de faire état de fermeture de lits d'hôpitaux, puisqu'on voit bien que depuis 2013, là, on a repris les 10 dernières années, le nombre de lits d'hospitalisation complète est passé d'un peu moins de 415 000 places, pardon, on ne va pas utiliser le mot place, 415 000 lits, à 375 000 environ. Ça veut dire que la capacité d'accueil en nombre de lits pour de l'hospitalisation complète a reculé de 10% en 10 ans. Et si on remontait un petit peu avant, même jusqu'à près 2002, même 1998, qui est l'année à partir de laquelle ce nombre de lits a commencé à baisser, eh bien, on a baissé de plus de 20%. Ça fait plus de 100 000 lits qui, en effet, ont été fermés depuis 1998. En face, on a un nombre de places qui est passé de un peu moins de 70 000 places en 2013 et qui atteint aujourd'hui 85 000. Donc, on a eu une augmentation de 26% en 10 ans. Et si on remonte pareil jusqu'en 2002, on a eu une explosion de 65%. Donc, on voit bien que ces fermetures de lits, eh bien, dans un premier temps, ça c'est la partie fin des années 90, répondu plutôt à des objectifs ou des impératifs de maîtrise du budget, de la sécurité sociale. Mais à partir de 2013, c'est devenu, et on va voir pourquoi, une vraie politique de l'hôpital, une vraie politique de soins à partir de 2013. Et c'est ce qui explique effectivement cet effet de ciseau entre des lits d'hôpitaux qui reculent fortement et puis des places qui augmentent. Mais on a dû mettre 2 échelles sur ce graphique parce qu'on voit bien que même si ça a augmenté de 65% ce nombre de places depuis 2002, on voit bien qu'on est 85 000 places par rapport aux 375 000 lits aujourd'hui. On est sur un petit cinquième de la capacité totale d'accueil si on met les places sur le nombre de lits. Alors, c'est quoi ce virage? Attends, on va redire, mais ce qu'il faut pour que tout le monde comprenne bien, parce que pour beaucoup de gens, la qualité de la santé, c'est une question de nombre de lits dans les hôpitaux. Alors, ça peut être un hôpital vraiment avec plein d'accidents parce que les médecins sont des nuls ou les chirurgiens sont des nuls. Ce qu'il faut, c'est des lits d'hôpitaux. Il faut bien souligner que pendant qu'on supprimait des lits d'hôpitaux, on continuait à augmenter les moyens des hôpitaux publics. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on supprime des lits qu'on diminue les budgets. Les budgets ont continué à augmenter. Simplement, au lieu d'utiliser les budgets pour avoir des lits vides dans des hôpitaux improbables, on a dit on va plutôt mettre l'argent sur d'autres dépenses. Mais il ne faut pas qu'on tire de l'idée que le nombre de lits diminue, que le budget diminue. Les budgets ont augmenté pendant que le nombre de lits diminuait. Il faut bien le souligner. Alors, tu veux passer à la diapo suivante peut-être? Non, juste sur c'est quoi finalement ce virage ambulatoire à partir de 2013? Effectivement, on a peut-être le sentiment que quand on rentre chez soi après une opération, c'est qu'on a été mal opéré ou mal soigné. En réalité, les progrès médicaux
très, très importants qui ont été réalisés permettent, permettent de rentrer chez soi dans un certain nombre de cas. Les techniques chirurgicales sont de moins en moins invasives et donc notre capacité à nous rétablir très, très vite après une opération, c'est vrai que ça dépend de notre âge, de l'âge du patient, et qu'il a tendance à augmenter avec les problématiques de vieillissement démographique. Il faut avoir ça dans un coin de notre tête, évidemment. Mais ces techniques chirurgicales permettent quand même, voilà, on restait 3 jours à l'hôpital jadis pour une appendicite. De nos jours, effectivement, c'est une opération qui se fait en soins ambulatoires. Le développement des médicaments qu'on nous administre après ces interventions-là, donc des médicaments en ambulatoire également, eh bien, ont permis aussi ce virage ambulatoire. Le soin, globalement, s'organise aussi de façon différente. La collaboration entre les équipes entre le chirurgien ou les chirurgiens et puis les équipes d'anesthésistes rendent aussi possible et plus fréquente le recours aux soins ambulatoires. Et puis, tu le disais tout à l'heure, le confort personnel qui consiste à rentrer chez soi après une opération, personne n'aime aller à l'hôpital, le fait de se retrouver chez soi, peut-être source d'angoisse pour certains, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, ça réduit la perte de repères, notamment pour les personnes âgées. Donc là, j'ai donné un argument pour et un argument contre le recours à l'ambulatoire pour les personnes âgées. Il y a l'âge du patient, qui est un frein à l'ambulatoire, mais le fait de ne pas faire perdre ses repères à une personne âgée est quand même aussi très, très appréciable. Puis évidemment, quand vous rentrez chez vous, vous évitez le fléau, enfin, en tout cas, vous réduisez le fléau des maladies nosocomiales, ces maladies que vous attrapez potentiellement à l'hôpital, dans un lieu où vous êtes venu chercher des soins. Donc, ce virage ambulatoire, il a été renforcé par des éléments à la fois structurels et conjoncturels. La conjoncture, je la garde pour dans un instant. Les éléments structurels, je l'ai dit, c'est une volonté effectivement de maîtriser le budget, même s'il a eu tendance à être, on va dire, régulé. Ensuite, la pénurie de main-d'œuvre et le numerus clausus. Ouvrir des lits, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'infirmière, pas d'aide-soignant et pas de médecin autour, ça ne sert à rien. Et puis, donc, parler de la pénurie de main-d'œuvre et du numerus clausus. Et dernier facteur structurel du recours à l'ambulatoire, c'est aussi l'essor, en tout cas de la fermeture de lits, c'est l'essor de la HAD. Donc, l'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. La capacité, le nombre d'hospitalisations à domicile a quadruplé entre 2006 et 2022. Ça représente aujourd'hui un petit 10% de la capacité totale. Et par définition, si on vous administre, par exemple, une séance de chimiothérapie chez vous, eh bien, vous n'êtes pas comptabilisé dans de l'hospitalisation à l'hôpital. Puis l'élément conjoncturel que j'évoquais en introduction, c'est le Covid. Alors, c'est le tableau d'en dessous, et ça sera ma dernière statistique. Vous avez l'évolution annuelle moyenne du nombre de lits ou du nombre de places entre 2002 et 2022, et que j'ai comparé, donc toujours en évolution annuelle moyenne, à la période Covid 2019-2022. Et on voit qu'en moyenne, par an, entre 2002 et 2022, le nombre de lits a baissé d'1,5% par an. Et pendant le Covid, il a baissé d'1,6%. Donc, effectivement, les articles de presse qui nous indiquent c'est pire pendant le Covid qu'avant. Si on estime qu'un dixième de point de pourcentage joue, c'est vrai, mais voilà, l'ordre de grandeur, moins 5 contre moins 6 pendant le Covid, c'est évidemment pas déterminant. La capacité de lits en soins critiques, donc soins critiques, je redis, c'est les soins intensifs, la réanimation et puis toute la surveillance continue pour les patients qui nécessitent donc une surveillance continue, nuit et jour, 24 heures sur 24. Eh bien, ces lits de soins critiques, leur nombre a augmenté de 0,38% par an entre 2002 et 2022. Pendant le Covid, 0,43%, légère augmentation. Et le nombre de places, donc lui, il est en hausse plus significative, 2,5% par an. Et pendant la période Covid, c'est plus 2,9% par an. Donc, il n'y a pas eu de fermeture, plus de fermeture de lits pendant la période Covid. Il y a eu un tout petit peu plus de places et un tout petit peu plus de lits de soins critiques. Même si effectivement, pendant le Covid, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont pu expliquer les articles de presse qu'on a lus. On a transformé des chambres doubles en chambres simples pour éviter les phénomènes de contagion entre patients. Donc ça, mécaniquement, ça faisait baisser le nombre de lits. On a réaffecté aussi du personnel
en réanimation, on a déprogrammé des soins. Donc, tous ces facteurs existent et je ne les nie pas, mais globalement, sur la période Covid, en réalité, on le voit d'ailleurs sur la courbe bleue, il n'y a pas d'accentuation de la fermeture des lits à partir de 2019, de même qu'il n'y a pas d'accentuation à la hausse de la création du nombre de places à partir de 2019 et jusqu'en 2022. Voilà quelques éléments qu'on peut donner. Et les pénuries de main-d'œuvre, elles se sont. Le problème n'est pas résolu tant que le numerus clausus est là. Pour les médecins. Pour les médecins. La question des conditions de travail, la question de l'obligation vaccinale, effectivement, peser sur cette pénurie de main-d'œuvre. Et voilà un petit peu les éléments qu'on peut évoquer. Donc, finalement, pour conclure, je dirais que quand on regarde notre capacité d'accueil et qu'on la compare aux pays de l'OCDE, on n'a pas à rougir et on est un petit peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Premier élément. Et au-delà de ce nombre de lits qui, en tant que tel, ne permet pas de mesurer, à lui tout seul, en tout cas, la qualité du soin dans l'hôpital public ou dans une clinique, ce qui est important, c'est la capacité d'adapter finalement ce nombre de lits à des situations exceptionnelles, que ce soit une épidémie de grippe comme en 2015 qui est particulièrement virulente et là qui nécessite effectivement plus de lits, ou une pandémie comme on a connu. D'ailleurs, le système a plutôt absorbé puisque ce nombre de lits de soins critiques a augmenté de l'ordre de 5% depuis 2019, presque 10% sur les 10 dernières années. Donc, il y a le nombre de lits, mais il y a à l'intérieur le nombre de lits de soins critiques. Là où il faut être peut-être un petit peu plus précautionneux, c'est la capacité d'adapter ce nombre de lits et donc le recours aux soins ambulatoires, eh bien, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'âge moyen des patients qui augmente. Le vieillissement démographique fait que, évidemment, il y a plus de patients âgés. Aujourd'hui, par exemple, la pose d'une prothèse de hanche, ça se fait en soins ambulatoires. Est-ce qu'effectivement, à 80, 85 ans, 90 ans, c'est un soin qui doit se faire systématiquement en ambulatoire? Est-ce qu'on doit laisser le choix aux patients? Est-ce que je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais en tout cas, la prise en compte de l'âge du patient me paraît être un point important par rapport à cette perte de repère, mais aussi par rapport au rapport à la capacité de récupération du patient. Et puis évidemment, en arrière-fond, la problématique de l'attrait pour le métier de patient. Il y a eu le Ségur qui a augmenté de l'ordre de 6%, une revalorisation salariale des soignants de l'ordre de 6%. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'accroître le nombre de lits sans accroître tous les métiers qu'il y a autour, de l'aide-soignant au médecin en passant par l'infirmier ou l'infirmière, n'a évidemment pas de sens. Voilà. Bon, eh bien écoute, voilà, en tout cas, on retient que la fermeture de lits n'est pas synonyme de diminution de moyens. Je pense que ce serait bien qu'on fasse un prochain épisode sur un sujet qui est extrêmement important, qui est l'histoire des dépenses de santé en France depuis 1980, au fond, puisque les gens souvent sont convaincus que plus le temps passe, plus les budgets diminuent, notamment, ils ont la conviction profondément ancrée que depuis qu'Emmanuel Macron est là, les budgets de santé diminuent. Et ce serait pas mal qu'on fasse une histoire de ces budgets de santé. Alors, il y a une particularité, c'est la création de l'ONDAM, l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, sous Juppé, Premier ministre, qui fausse un peu la donne. Peut-être qu'on pourrait faire l'histoire de l'ONDAM et de son évolution depuis 1995, qu'on puisse matérialiser la hausse des dépenses de santé en France, puisque vraiment, il y a cette conviction que l'État se désengage, alors que plus le temps passe, comme tu l'as montré, plus on dépense, et on est aujourd'hui le 3e pays à le dépenser le plus pour notre santé. Donc, s'il y a bien une croyance absurde, c'est l'idée qu'on se désengage. Bon, merci Florent, et puis à la semaine prochaine alors. Merci.